Salut Philippe, Salut. comment vas-tu? Bien, bien, en pleine forme. Alors attends un petit J'ai un instant. message personnel. Il y a Olivier Bernasson qui m'a absolument obligé, qui me harcèle en DM à crier Paris est magique avant de commencer l'émission. Donc, Ah, j'ai pas ma casquette olympique lyonnais aujourd'hui, mais bon, le cœur y est quand même. Le cœur y et si tu veux, j'en ai qui sont même pas dans le commerce encore. est. Et on peut savoir comment tu les as sans les avoir, alors qu'ils sont même pas dans le commerce? Mais j'ai un ami, c'est celui qui les fabrique. Ah ouais, d'accord. C'est pour les 4 fantastiques. Tu as The Flash avec Mbappé. Putain, t'as les autres. Excellent, J'arrête de t'embêter. excellent, Non, en excellent. pleine forme, en pleine forme. Combatif. Ouais, tu es bien? Tu es bien? Bah écoute, pour reprendre ce que disait Morgane, si tu t'apitoies sur la douleur, tu souffres. Si tu penses à autre chose, l'esprit prend le dessus et tu travailles, tu avances. Donc j'ai fait le tour de toutes les participations de mon portefeuille. Je travaille avec tous les entrepreneurs, notamment sur un très gros sujet qui est la société Quadriplay, qui est une société parisienne que nous avons racheté 5 Lyonnais. Tu vois, donc les Lyonnais peuvent monter à Paris et acheter Paris. Et On le savait, ça déjà. ouais, c'est un leader du marketing mobile et de l'activation de marque, donc autant te dire qu'avec l'arrêt des annonces, on prend cher. Mais il y a une équipe de tueurs, une équipe combative. On avait les actionnaires racheteurs avaient mis à la tête de la boîte un mec génial qui s'appelle Frédéric Giraud, qui fait un travail de fou et on a bon espoir. Et puis la BPI va nous aider et puis surtout on travaille sur la stratégie de l'après. Et notamment, on a pris contact pour Quadriplay avec les annonceurs, avec Havas, avec les grands clients, et qui nous demandent déjà de réfléchir à des stratégies de communication d'après-crise, de sortie de crise. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors attends, Est-ce qu'on... Philippe, tu es Pardon? peut-être allé un petit peu loin, excuse-moi. Déjà, on va commencer Ouais, point pardon. important. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Parce que là, Oui, tu es en train de partir. Voilà, vraiment, qui es-tu déjà? Et on commence par là. Merci. avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Philippe Freyss. Après avoir eu une vie de salarié, comme beaucoup, chez des éditeurs de logiciels comme IBM, CompuWare, Oracle, Microfocus, j'ai décidé en 2005 de tenter l'aventure de l'entreprise. D'ailleurs, dans des conditions un peu particulières, puisque j'avais été remercié assez violemment d'un éditeur de logiciels. Et je me suis dit que c'était le moment, j'avais 40, tout petit peu plus de 40 ans, c'était le moment que la seniorité en France étant quelque chose qui arrive tellement vite qu'il valait mieux que je prenne mon destin entre mes mains et que, aussi petit soit-il, il valait mieux que je vive mon rêve plutôt que d'exécuter celui des autres. Donc j'ai créé une microstructure de conseil qui existe toujours. En 2008, j'ai cofondé un éditeur de logiciel qui s'appelle Cobol IT. En 2011, j'ai créé une forme de family office qui est mon propre véhicule d'investissement. Je n'ai pas d'argent extérieur, je n'investis que mes fonds, soit en dette, soit en trésorerie. Et depuis 2006, donc depuis la création de TRIS, j'ai fait 25 dossiers. Et depuis 2014, j'ai fait quelques exits, dont certains ont été un petit peu retentissants. J'étais un des fondateurs de Stuart Delivery, j'étais un actionnaire de Restoin. Et puis surtout, l'éditeur logiciel que j'avais cofondé avec mon partenaire de toujours, Stéphane Cross, a été racheté, enfin c'est lui qui l'a fondé, qui m'a invité d'ailleurs. Donc on était cofondateur, a été racheté en 2017 par le groupe Microfocus Hewlett-Packard. Et D'accord. ça manque pas de saveur d'ailleurs, puisque le karma a voulu que ce soit la boîte qui m'ait viré avec pertes et fracas en 2005, qui me rachète à prix d'or en 2017. Ah, ça, c'est rigolo. Et Ouais. du coup, Philippe, moi, ce qui m'intéresse, parce que toi, ça fait très longtemps, effectivement, que tu es dans l'entrepreneuriat, du coup, d'une manière ou d'une autre. Tu as vécu Oui, d'autres crises, et donc tu en oui. es sorti, puisque tu es là avec nous. Déjà, est-ce que tu peux me dire si, d'après toi, je sais que c'est difficile de répondre à cette question, mais est-ce que cette crise, elle est comparable à celle qu'on a pu vivre en 2008, celle qu'on a pu vivre avant? Est-ce qu'elle est différente? Et après, je te poserai une autre question. Alors, toutes les crises sont différentes, elles ont toutes leurs particularités. Celle-ci, pour moi, est totalement différente de celle de 2008 ou de ses conséquences en 2010, puisqu'on n'a pas un manque de liquidités. Les liquidités sont là, les fonds sont gavés de fric, et ils n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir rentrer dans le système. D'ailleurs, on a vu, il y a une semaine,
Bridgewater qui provisionnait 14 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près 8 ou 9% de son fonds. Il doit gérer 162 milliards de mémoire pour attaquer des valeurs européennes. Donc, on sait que dès que le côté sanitaire nous permettra de ressortir, l'activité repartira, les liquidités sont là, la planche à billets fonctionne. Ça veut dire qu'il y aura de l'inflation, ça veut dire qu'il y aura que les taux vont être relevés, mais je pense que si ça ne s'éternise pas, si l'activité économique repart autour du 15 mai, on aura une mauvaise année 2020, mais tous ceux qui auront serré les boulons, fait le dos rond et qui seront assez en forme pour être opérationnels très vite, permettront à l'économie de repartir. Et du coup, est-ce que tu penses qu'une petite entreprise a un rôle à jouer, puisque du coup, elle est plus mobile, elle peut plus facilement peut-être se mouvoir dans ces situations-là, même si parfois, elle est directement impactée? Elle est directement impactée. Et puis, tu connais l'adage, hein, cash is king. Donc, c'est ceux qui auront réussi à avoir suffisamment de jus pour repartir, qui seront là, qui seront vivants. Cela dit, ça pose un sujet intéressant. Peut-être que ça va nous faire changer notre vue sur l'hypercroissance et les stratégies d'investissement. Peut-être qu'on va repenser TPE, PME, ETI. Peut-être qu'on va repenser PNL. Ça ne veut pas dire qu'on n'aidera pas des entreprises, mais peut-être qu'on aura l'intelligence de ne pas aider que des boîtes en hypercroissance et en hyperdéficit, mais penser aussi à ce tissu qui est le tissu de vie finalement des pays. C'est les TPE, les PME. Et d'ailleurs, tu regardes une des grosses différences structurelles entre la France et l'Allemagne, c'est le tissu des PME. Et ça fait vivre une économie. C'est ça, c'est un vrai problème qu'on a toujours eu en France, c'est vrai, c'est qu'on est très fort dans les grosses entreprises. Enfin, on est très fort, on est bien, quoi. On est très fort dans les grosses entreprises. Oui, on est très fort. C'est vrai que dans certains domaines, on est même les meilleurs. Mais par contre, on a beaucoup de très petites entreprises. Mais par contre, entre les deux, ça manque un peu, quoi. Tu sais, dans une autre époque, j'avais écrit sur le fait que quand la chancelière emmène en Chine des entreprises, elle charge deux Airbus à 380 et nous on charge à 320 et on le charge avec des patrons du CAC 40 alors qu'elle les charge avec des patrons d'entreprises qui sont pas visibles. Je pense que c'est la vraie différence. On a une économie de grosses sociétés qui est magnifique. On est un tout petit pays, 67 millions d'habitants, mais on a Airbus, on fabrique des TGV, on va dans l'espace, enfin on a je ne sais combien de constructeurs automobiles, donc on sait faire plein de choses, mais on n'a pas cette considération et on n'a pas aidé assez ce tissu économique des TPE et des PME. D'ailleurs, il va peut-être probablement revenir en force, parce que moi, ce que j'espère quand même dans tout ça, une fois que ce sera terminé, et j'espère que ça se terminera, c'est qu'on se dise, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait relocaliser? Est-ce qu'on ne pourrait pas fonctionner un petit peu différemment sur des choses vraiment stratégiques, vraiment très importantes au niveau de la santé, au niveau de plein d'autres choses? Que penses-tu de ça? J'en suis convaincu, j'en suis d'autant plus convaincu que c'était un élan qui avait déjà commencé. Aujourd'hui, la mondialisation, elle va toucher aussi les Chinois qui s'organisent, ont des salaires de plus en plus élevés, ont des contraintes de fabrication de plus en plus fortes, et la différence de coût qu'on a pu avoir à un moment donné pour fabriquer un produit en Chine, elle va être moindre, et finalement, la qualité, la productivité, la trace carbone aussi. On va se dire, je lisais un article sur les petits Bretons là, qui fabriquent des jeans en Bretagne, et en gros, leurs jeans à eux font 800 km pour arriver sur tes fesses, alors qu'un jean chinois, il fait, je sais plus, 20 000 km. C'est colossal. Donc, je pense qu'il y a des chances qu'on ait un certain éveil et qu'on favorise ça. Malheureusement, je pense qu'il y aura aussi un effet secondaire plus néfaste, c'est qu'on va revoir un protectionnisme et peut-être des pays qui vont se recentrer sur eux-mêmes d'une manière politique un peu trop forte. Mais bon, je suis pas un expert, je ne suis qu'un petit épicier de province, comme le dit ma fille sur mon site internet. Après, le truc qu'on peut se poser, effectivement, je vois ce que tu veux dire, faut faire attention à ne pas vouloir se recroqueviller non plus. Mais là, je parlais vraiment des choses, tu vois, c'est quand même fou, en 2020, qu'on se dise, c'est terrible, hein, on se dit qu'on n'est pas capable aujourd'hui de fabriquer des masques très rapidement, par exemple. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça.
C'est-à-dire qu'on en fabrique beaucoup, mais on n'en fabrique pas assez. Et d'un point de vue politique, on avait décidé que c'était pas quelque chose d'utile. Donc le temps que la machine se mette en route, il y a un décalage entre le besoin qui, je crois, est de l'ordre de 250 millions de masques par jour et la capacité à les fabriquer. Mais c'est pas un problème français. Tu regardes, il n'y a pas un pays au monde qui échappe à ça. Ouais, c'est peut-être la Chine, éventuellement. Ben ouais, j'ai publié un article ce matin sur le sujet et c'est terrible parce que la curation de ce que j'ai fait, c'est en fabriquant des masques, les Chinois ont l'impression de fabriquer de l'argent. Et après nous avoir très probablement pour la 3e fois en 15 ans envoyé un truc passant, ils vont nous faire banquer pour réparer leur connerie. Donc c'est assez cynique, mais oui, bien sûr. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait rentrer dans ce débat-là aussi, mais bon, on va peut-être éviter. Ouais, non, c'était pas le sujet, c'était anecdotique. C'est pas grave. Mais du coup, pour comparer, parce que toi, tu as vécu les autres crises. Donc, est-ce que tu as vécu la crise, la fameuse bulle Internet de 2000-2001, j'imagine? Écoute, malheureusement, sous d'autres horizons, parce que je faisais autre chose à l'époque, mais j'ai même connu celle de 91, donc. D'accord. Je suis un vieux machin, tu sais, moi. Oh, moi aussi, tu sais. Et supporter du PSG depuis 1992. C'est-à-dire date de création du club. Pardon. Bon, on arrête là-dessus. Non, mais vraiment au niveau des crises, du coup, toi qui as vu effectivement d'autres crises vraiment très importantes, en tout cas au niveau économique, qui ont frappé la France et le monde entier, qu'est-ce que tu penses, enfin, les différences, on les a vues tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a fait que c'est reparti, surtout, comment tu peux rassurer les gens qui nous écoutent aujourd'hui sur le fait que normalement, ça devrait repartir d'une manière ou d'une autre? Moi, tu sais, c'est mon côté ashkénaze, mais j'ai à la fois la douleur et la capacité de résilience. Donc, je pense que l'humanité a ça au fond de ses gènes, c'est notre capacité à nous remettre de tout et de plus en plus vite. Et donc, je suis assez optimiste sur le fait que le monde va survivre à ça. Je suis malheureusement assez lucide sur le fait que les conséquences économiques de cette crise sanitaire seront probablement terribles pour les 24 mois qui viennent. Il n'y a qu'à voir l'explosion du chômage aux États-Unis. Je pense la vraie différence de cette crise-là, c'est qu'elle nous met pour la première fois face à quelque chose qu'on n'a plus vécu depuis le Moyen Âge. C'est une pandémie. Et qui en plus, alors, il faut prendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais chaque mort étant un drame, bien évidemment, mais on parle de 15 000, 20 000 morts. Il faut savoir qu'en France, il doit mourir, je ne sais plus le chiffre, mais c'est 1600 personnes par jour, d'autres choses. Donc, on est sur des chiffres qui sont relativement faibles. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre qu'on est préparé à beaucoup de choses, mais qu'on n'était pas préparé à ça. Et que malheureusement, avec la manière dont on vit, dont on a mondialisé notre économie et donc la manière dont on permet aux maladies de se répandre très très vite, il y aura forcément une prise de conscience que la manière dont on vit, dont on travaille, dont on consomme, a un impact là-dessus et qu'il est probablement temps de se soucier de ça encore plus que du CO2. Donc la vraie différence, la vraie nouveauté dans cette crise, elle n'est pas économique, elle est sanitaire, mais un virus qu'on saura soigner d'ici quelques semaines est capable de nous mettre à genoux très très rapidement. Et j'ai peur malheureusement que le nombre de décès soit beaucoup plus important d'une manière collatérale que du point de vue sanitaire initial. En fait, ce qui est difficile avec ce genre de choses, c'est que aussi il y a le fameux exponentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup trop de morts déjà, mais ça reste quelque chose qui paraît pas si gros que ça. Mais ça peut très vite dégénérer. C'est pour ça que la plupart des économies mondiales ont décidé de prendre des mesures drastiques pour calmer les choses, pour essayer d'arrêter tout ça. Oui. Alors, avec des méthodes différentes, hein, parce que les pays réagissent pas de la même manière. Certaines tablent sur le fait que on va pouvoir se soigner en se transmettant la maladie, puisque finalement 90% des formes sont bénignes. Alors, je sais pas, je suis pas médecin, j'ai pas d'avis ni sur la chloroquinine ni sur la méthode, mais je pense que c'est surtout cette prise de conscience qui est nécessaire. Il faut qu'on apprenne il faut rester mondiaux, mais il faut apprendre à respecter les règles de la nation. Elle nous envoie un sérieux rappel à l'ordre.
Ouais, complètement. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, du coup, aux entreprises voilà, qui sont plutôt petites ou moyennes, parce qu'on s'intéresse plutôt à celles-ci aujourd'hui, qui donc ont cette crise qui frappe. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'ont fait les entreprises petites et moyennes à l'époque des précédentes crises pour s'en sortir, d'après toi? Alors, je préférerais répondre à ta question à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois ce qui se passe aujourd'hui, je vois ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et ça nous rappelle ce fondamental-là qu'on a oublié, qui est un fondamental d'épicier de province. C'est mon leitmotiv, mais on a oublié la vertu du PNL. Et aujourd'hui, les sociétés qui vont s'en sortir, c'est celles qui ont bâti leur croissance sur une gestion saine de leur croissance et pas forcément sur des levées de fonds. C'est celles qui n'auront pas oublié que c'est le client, c'est le marché qui font la santé de l'entreprise, que c'est les idées simples qui font que tu as du succès. Donc peut-être cette manière dont les bourses dévissent aujourd'hui, peut-être elle nous rappelle que on avait été pris de folie sur des valos, sur une bulle spéculative qui n'avait pas de sens. J'ai l'impression que ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont revenir à ces fondamentaux-là. Alors c'est un peu basique ce que je dis, mais c'est ça. J'ai un produit, un service, ça correspond à un marché, ça facilite un usage, c'est le bon prix et je le vends d'une bonne manière en essayant d'être le plus en accord avec mes principes. Et sur la crise de 2008, c'était une crise totalement différente. Il y a eu une perte de confiance totale et c'est le système financier qui s'est effondré. C'est pas l'économie. L'économie en a souffert parce qu'il y avait une bulle de mensonges terrible et qui avait été aggravée par tous ces fonds vautours qu'on connaît et qui ont fini par faire croire à Madame Michu que le produit qu'elle achetait était le truc qui allait payer sa retraite, alors qu'en fait c'était ce qui allait la tuer. Et c'est d'autant plus intéressant que, tu sais, c'est comme aujourd'hui, quand on m'appelle pour me proposer une rentabilité à 1 an à 15%, je n'écoute même pas parce que ça fonctionne pas, ça n'existe pas. Et finalement, ceux qui sont les premiers à crier sur cette spéculation sont les premiers à vouloir en profiter. Donc je pense qu'il y a probablement une forme... Alors, attention à ce que je dis, parce que je suis très liberté, mais il faut qu'on ait une forme de moralisation de ce qu'on fait. Ouais, même ça, je suis absolument d'accord, bien sûr. Aujourd'hui, on est parti un peu. En fait, je suis en train de me poser la question toute bête, mais s'il n'y avait pas eu le corona, est-ce qu'on n'aurait pas eu quand même une crise financière et économique qui serait arrivée dans les prochains mois? Je pense que oui, quand on regarde un petit peu. On part un peu dans le macro, là, mais c'est quand même intéressant, je pense. Moi, je suis depuis quelques années un peu l'évolution du marché immobilier en Chine. Et c'est incroyable ce qu'ils font. C'est incroyable. Et voilà, il n'y a pas que, hein, je suis pas du tout anti-chinois, mais voilà, c'est pour donner une idée. Est-ce qu'on n'est pas en train est-ce que cette crise va pas nous permettre de nous remettre un peu en question, de nous reposer les bonnes questions, justement? Alors là, je suis à 2000% d'accord avec toi. Je pense que, alors c'est un peu dur ce que je vais dire, mais pour les gens des fonds, alors je parle des hedges, je parle de tous les gros investisseurs, ça va être une manière, et d'ailleurs la bourse le prouve, ça va être une manière de réviser un peu les valeurs. On va revenir à des choses un peu plus logiques, et on pourra dire c'est pas de notre faute, c'est pas nous qui avons merdé, c'est à cause du virus, et du coup on revient à des trucs un peu plus standards. Il y avait évidemment, alors je ne vais pas citer de nom, mais il y avait évidemment des boîtes qui avaient des valorisations démontes. C'est un peu comme les promesses politiques, les promesses de campagne. Les valos n'engageaient que ceux qui achetaient les titres, enfin pas les titres ou qui investissaient dans des boîtes. Et tu as des dévissages comme WeWork qui étaient des signes annonciateurs. Ah oui, WeWork, c'était incroyable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas WeWork, hein, c'est une très grande entreprise de coworking qui a acheté des locaux magnifiques un peu partout dans le monde. Non, il les achetait pas. C'est ça qui est fou. Il les louait en faisant des travaux et en les relouant des entrepreneurs. Donc à des prix qui étaient hors marché, c'est-à-dire aller chez WeWork, c'était une folie. Et surtout, ils ont mis très longtemps à prendre ce virage, d'avoir de l'immobilier, d'avoir de la valeur. Donc ils n'avaient aucun actif, absolument aucun actif, et une valorisation délirante. Et ils ont tenté un IPO qui a alerté tout le monde. C'est vrai que cette histoire, elle est complètement dingue. J'avais suivi ça aussi. Et... D'ailleurs, je crois qu'ils ont envoyé un mail là, un peu à tous leurs adhérents pour leur dire qu'ils allaient préparer quelque chose.
pour la suite, mais c'est vrai que c'est assez fou. C'est assez fou. Là, on a pas mal parlé de start-up, mais on revient un petit peu sur. Par contre, j'ai un peu de bruit derrière toi, je ne sais pas si. Ah oui, ça, j'ai une fenêtre qui est ouverte, je la ferme, quitte pas. Ouais, merci beaucoup. Hop. Bon, pendant ce temps, pendant la petite pause, pendant que Philippe revient, n'hésitez pas à mettre vos commentaires là directement et à partager ce live. On est très heureux de passer cet après-midi avec vous pour aider un maximum les entrepreneurs. C'est vraiment un vrai plaisir. Et Philippe est de retour sans bruit. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a tellement plus de bruit dans la ville que quand tu as une voiture qui passe, tu as l'impression que c'est une colonie de chars d'assaut qui passe. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. On va redécouvrir nos villes. Enfin, non. Non, on va pas pouvoir, mais on va peut-être se dire que là, c'est pas plus mal quand il y a moins de bruit comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc du coup, pour WeWork, mais voilà, si on revenait un petit peu sur plutôt le tissu TPE-PME aujourd'hui, alors il y en a qui sont touchés directement parce qu'ils ont dû fermer leur boutique, leur commerce, leur entreprise, ou pendant la crise en tout cas. D'autres qui sont peut-être moins impactés directement, mais qui vont l'être indirectement, puisqu'il y aura peut-être moins d'argent à dépenser forcément par les entreprises et par les particuliers. Qu'est-ce qui, d'après toi, va permettre à ces gens de passer ce moment difficile, quoi, pour qu'ils puissent tenir jusqu'à la fin? Alors, encore une fois, cette crise n'est pas une crise économique et ce n'est pas une crise de liquidité. Donc, pourquoi le gouvernement, l'Europe, le G20 et les US injectent, je ne sais plus, les chiffres sont délirants, hein, ils injectent 5 000 milliards de dollars dans l'économie, parce que cet argent, il est là. Et dès que on considérera que le pic est suffisamment passé pour nous permettre de ressortir, qu'il y aura suffisamment de gens immunisés et probablement des médicaments de repositionnement ou peut-être un vaccin pour repartir, l'économie repartira. Parce que finalement, alors je ne parle pas des États-Unis, mais en Europe, globalement, la perte financière pour les particuliers, elle ne va pas être énorme. Les gouvernements soutiennent leur peuple. Donc, une fois que ça va repartir, on va être comme on est tous là comme des fauves en cage. A priori, on devrait être confinés en France jusqu'au 24 avril. Donc, on va arriver dans une période où il va faire beau, il y aura beaucoup d'événements qui vont se produire. Les gens vont aller dans les cafés, dans les restaurants, voir des spectacles. Tu penses que les choses vont revenir très vite à la normale, toi? Tu ne penses pas qu'il va y avoir une période où les gens vont peut-être se poser des questions et aller plus doucement? Je pense qu'il va y avoir un rush énorme, oui. Un rush énorme. Alors, encore une fois, je le pense si l'économie repart autour du 15 mai. Si c'est plus long, si globalement c'est plus long, ça risque de faire beaucoup plus mal. Mais si on tient le rythme qui est prévu, je pense que ça peut repartir. 2020 sera évidemment une mauvaise année. Ça sera une année de récession, le PIB va tomber, l'État va avoir du mal à collecter, mais je pense que si on tient cette cadence-là, ça repartira. Il y a beaucoup de paramètres qui jouent. Hein. Si à Lyon, il y a un laboratoire qui fait des tests beaucoup moins médiatisés que ceux de Marseille, mais sur des molécules de repositionnement, si ça fonctionne, ça ira très très vite. On trouvera à partir du moment où on trouvera une manière de soigner les gens, ça repartira et les gens auront envie de consommer. Il y aura forcément, tu sais, puisqu'on est dans un scénario de guerre et une terminologie de guerre, à la Libération en 1945, les gens n'avaient qu'une envie, c'est de courir les balles, de boire du champagne et de travailler et de reconstruire. Donc, je pense qu'on sera dans cette même logique-là. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir pendant cette période, quoi. Il faut que les entreprises trouvent un moyen de tenir. Il faut tenir, je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, cash is king, donc il faut fermer tous les robinets inutiles. Il faut profiter de tout ce que l'État, dans les pays développés, met à disposition des entreprises pour tenir. Et surtout, derrière, il faudra jouer le jeu. Il faudra que nous tous, en tant qu'entrepreneurs, on joue le jeu pour participer au redémarrage de cette économie sur des bases un peu modifiées. Je pense que ça va nous donner peut-être plus d'alerte sur le climat, sur l'écologie, sur la consommation, sur le fait, non pas de consommer moins, mais de consommer mieux, de consommer différemment. Ouais, ça c'est clair. Il va vraiment falloir se poser des questions là-dessus parce que c'est vrai qu'on était en train de partir un peu à volo. On se posait plus de questions. J'ai été très très inquiet au début et puis j'ai fait le tour de toutes mes participations. Alors bien sûr, il y en a qui vont mourir. Hein,
parce qu'elles étaient très exposées. J'en ai une qui était sur une très grosse levée, et notamment on devait récupérer la partie sport de WeWork aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on est très impacté et je ne sais pas comment ça va, si la boîte survivra. Aujourd'hui, elle fait un pivot qui est super intéressant, mais je ne sais pas si elle survivra. Mais je m'aperçois que dans la dizaine de startups ou d'entreprises qui sont encore dans mon portefeuille, les gens sont super combatifs, ils ont trouvé des solutions, ils ont réagi très très vite, les équipes sont très solidaires. Sur Quadriplay, tu as un groupe de 5-6 personnes, ils font un travail de chien, parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est que la boîte survive, parce que les clients, certains clients nous interrogent déjà. Tu as des grands donneurs d'ordre qui nous ont appelés pour nous demander à les aider à réfléchir à une stratégie de communication de sortie de crise et sur des produits nouveaux, sur des manières nouvelles de communiquer. Donc, tu as une vraie prise de conscience. Je pense que, je sais pas, malgré tout, alors il ne faut pas écouter les réseaux sociaux, mais malgré tout, j'ai dans mes participations des gens que je trouve remontés à mort. J'ai mes deux petits Sébastien là, de Cooper, ils ont eu une semaine difficile et puis ils ont travaillé pour créer du contenu. Ah, tu as participé, c'est dans ton portefeuille. Je suis actionnaire de Cooper, oui. Ah, et les deux Sébastien, les deux Alexandre, pardon. Et j'ai eu Alexandre Bruno longuement cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Il y a eu une petite semaine de flottement. Et puis là, on en est à charger les serveurs parce qu'on a un MRR qu'on n'avait jamais atteint. Alors, c'est spécifique, hein. C'est un produit spécifique. Mais là, ce qu'on attend de nous, c'est de créer du contenu pour que les gens puissent lire des choses. Alors, en l'occurrence, là, on est sur du contenu un peu spécifique, puisque ce n'est pas des romans, hein, on est vraiment sur la littérature qui est notre littérature d'entrepreneur. Et c'est intéressant de voir que ça existe, ça fonctionne. Ah, mais complètement. Bah, les gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un peu avec Morgane et un peu avant avec Jean, avant que ça coupe, parce qu'on a eu des petits problèmes techniques au début de la journée, enfin de l'après-midi. Oui, j'ai vu. Cette partie-là, les gens ont envie de prendre le temps peut-être de faire des choses qu'ils n'avaient pas pu faire auparavant, donc se former peut-être parfois, apprendre de nouvelles choses. Et donc Cooper, bah, c'est parfait, parce qu'effectivement, beaucoup de gens qui se posent des questions sur l'entrepreneuriat peuvent... Moi, j'ai vu, je te donne un exemple, c'est terrible ce que je vais dire, mais je ne devrais pas le dire. Moi, j'ai eu x30 sur mon blog ces 15 derniers jours, parce que les gens avaient besoin de savoir quelles allaient être les aides du gouvernement, comment les mobiliser. Et j'ai dû répondre, je crois qu'on en est à 180 commentaires. J'avais pas eu de commentaires sur mon blog depuis 5 ans, tu vois, ça n'existait pas. C'est drôle ce que tu dis, parce que moi, je regarde pas mal de statistiques sur les flux, effectivement. Twitter explose. J'ai un nombre d'impressions sur Twitter ça fait plus de 30-40%. Et on discutait avec Sylvain Tillon. En revanche, je suis très étonné du fait que le flux de LinkedIn faiblit énormément. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a beaucoup moins de trafic sur LinkedIn. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils ont changé leur algo juste avant? Ou est-ce que... Je sais pas, parce que c'est vraiment, je sais pas, tous les gens qu'on a interrogés, alors c'est quelques douzaines de personnes, hein, mais au niveau des visites de profil, au niveau des impressions sur les posts, ça dégringole. Alors que pourtant, ça devrait être le cœur de cible, puisqu'on a des gens qui sont des entrepreneurs, des cadres, du CSP, beaucoup liés au métier de l'IT, du telco, donc qui normalement devraient utiliser ce média. Mais je trouve que ça descend normalement. Mais oui, bien sûr, les gens utilisent ces moyens. J'ai vu les applications, j'en ai même découvert des nouvelles. On a des tas d'outils. Mais tu vois, tu m'as même fait revenir sur Facebook pour utiliser BeLive, alors que j'avais abandonné Facebook il y a 18 mois. Je vais le refermer après le live. Hein. Et pour quelle raison tu as fermé Facebook? Je me suis fait beaucoup agresser au début de la crise des Gilets jaunes. Donc, je n'avais pas... On a peu de temps et je préfère concentrer mon énergie sur des choses positives. Et aujourd'hui, entre les projets que j'ai avec mon associé Solène sur l'Augusterie, sur Artist Studio et mes propres participations, j'ai suffisamment à faire de choses positives pour pas perdre de temps. Ouais, j'utilise vraiment LinkedIn maintenant comme outil
de communication ultra pro. Je fais du 100% pro et Twitter, j'alterne un petit peu, mais en ayant toujours une ligne éditoriale très liée à mes intérêts. Oui, tout à fait. Quelques joutes verbales sur le PSG et l'OL, mais sinon. Oui, bah, il faut bien qu'Olivier Bernasson s'amuse. On salue d'ailleurs sinon... Olivier. Oui, Nénade, Binet, enfin, Dominique Crochu. Mais tout le monde sait que c'est l'OL qui allait gagner la Ligue des Champions cette année, par contre. Ouais. Ouais. Donc, du coup, voilà, bah, écoute, c'est intéressant de se dire aussi que voilà, les choses sont en train d'évoluer de manière assez dingue. Moi, ce que je vois, effectivement, c'est beaucoup de gens qui me disent mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, etc. Et j'essaie de les rassurer, leur dire voilà, bien sûr, peut-être que votre activité actuelle, elle est vraiment en difficulté parce que vous êtes en contact normalement direct avec les clients, vous avez votre boutique, vous avez quelque chose. Mais c'est peut-être le moment de réfléchir à comment vous allez communiquer, garder le contact déjà avec vos gens qui vous suivent, ça je pense que c'est important. Et puis surtout, préparer l'après, quoi. Ouais. Solène le fait beaucoup pour l'Augusterie pour artistes. Hein. J'imagine que tu vois ses flux d'informations. Et il y a un truc assez drôle, c'est que évidemment tous les événements ont été annulés, alors qu'on avait des demandes quotidiennes sur le site. Il y avait plus rien. Et là, depuis 2-3 jours, on a à nouveau des demandes pour organiser des événements à partir sur la tranche juin-septembre. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine forme d'optimisme, des gens qui se disent que ça va repartir cet été. Je cite, c'est anecdotique, mais je cite ça parce que ça répond à une question que tu m'as posée précédemment. Oui, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Augusterie. Ah oui, pardon. L'Augusterie, c'est un lieu événementiel à Lyon où on accueille des entreprises pour des séminaires, du team building, des formations, et où on mélange l'art, le vin, on a beaucoup travaillé avec beaucoup d'artistes lyonnais. Il y a des graphes et du street art dans tous les étages du lieu. Et voilà. Puis on fait un peu de B2C aussi, mais c'est un autre sujet. Oui, donc forcément, voilà, cette période-là, donc il y a eu un énorme effondrement, et là tu commences à réavoir des nouvelles demandes pour septembre. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est intéressant, voilà, pour tous ceux qui sont notamment dans l'événementiel, dans c'est pour ça que je pense à ça. C'est vrai que l'événementiel, c'est un des domaines qui va être, qui est déjà impacté de manière dingue. Quand je vois tous les événements dingues qui ont été annulés cette année, c'est d'ailleurs. Quand on aime le sport, c'est compliqué aussi. Ouais, bien sûr, et c'est une année terrible. Le report des grands événements, nous, avec Quadriplay et l'usine, ça nous impacte directement puisque l'usine, c'est la partie très orientée sur le sport de Quadriplay, donc ça nous impacte. Et ça, c'est un vrai choc économique parce qu'en termes d'activation de marque, de marketing, évidemment de tout ce qui est lié au métier de l'hôtellerie, de la bouche, etc. Et ça a un impact dramatique. Mais ça reviendra, ça repartira. Moi, j'ai vraiment une foi incroyable en l'humanité de cette résilience. Je crois que c'est génétique. On est malheureusement fait pour surmonter tout, et on l'a toujours prouvé. Et ce genre de période, et tu en parlais tout à l'heure, hein, même au niveau des entrepreneurs, au niveau de tout ce que je reçois en communication aujourd'hui, ça révèle le meilleur et le pire. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui communiquent autour du Covid, c'est honteux. Et puis tu en as d'autres. Moi, je suis admiratif de ce que font les L'Oréal, Armani, LVMH, parce qu'au fond, ils le font. Alors évidemment qu'il y a des intérêts, je suis pas non plus un lapin de 6 semaines, mais il y a cette façon que des grandes entreprises ont de rendre à la nation et de dire on est là, là. Oui, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Ouais, elle pourrait ne pas le faire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui les critiquent, mais en même temps, elle pourrait ne rien faire. Alors, on a quelques réactions, parce que du coup, on va faire participer un petit peu les gens aussi, c'est intéressant. François qui dit « J'ai remarqué aussi sur mes posts LinkedIn, mes contacts publient beaucoup moins et j'ai moins de retours. » Il y a Hervé qui demande si un intervenant me ferait plaisir. On verra plus tard, Hervé. J'ai déjà pas mal de noms bouquets. Il y a François qui dit qu'il serait dispo pour les événements à Lyon. C'est pas si loin. Et Solène lui a déjà répondu, apparemment. Donc ça, c'est ma première fan. Et j'ai vu, oui, Pascal qui disait, je crois que c'est Pascal qui disait que ton t-shirt était magnifique. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de le voir. Je sais pas ce que c'est. C'est un t-shirt qui m'a été offert, qui m'a été envoyé. C'est un t-shirt du Mossad.
Oula, c'est particulier. Oui. On va se faire couper là. D'accord. Bah, écoute, Tu parles de voilà. circoncision, je n'ai pas bien compris. De quoi? Je dis on va se faire couper, je dis tu fais allusion à la circoncision, j'ai pas bien compris. Excellent. Bon, voilà, c'est bon. Facebook nous a coupé le live, c'est fini. On n'est plus monétisé. Ah non, de toute façon, je ne suis pas monétisé, donc je m'en fous. Non, on va pas. Pour revenir un peu sur le sujet, donc du coup, toi, ouais, tu nous parlais de quadriplex. Et ça, c'est quoi quadriplex exactement? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Quadriplay, c'est un leader en France de l'activation de marque et du marketing mobile. Et vous avez tous été interpellés à un moment donné par ce qu'on fait, notamment parce que par exemple à Lyon, les Bluely, là, les voitures électriques, quand elles emportent de la pub, quand elles ont des covers sur les portières ou sur le toit, c'est nous qui les vendons. On a Bolloré, un de nos gros clients. D'ailleurs, c'est un de nos clients qui joue le jeu et qui nous aide à réfléchir à la reprise d'activité dès que possible. Si de Lyon ou de Paris vous faites du ski, que vous avez vu sur les pistes la vache Milka qui fait du ski et tous les ateliers pour les enfants autour des produits Milka, c'est nous aussi. Les campagnes de l'UNICEF, donc voilà, c'est tous ces sujets-là, l'activation de marque, la guérilla marketing, avec une campagne sauvage pendant 24 heures sur un artiste, sur le lancement d'un album, voilà, sur tout ce genre de choses. Et on travaille beaucoup évidemment avec les agences, les grands donneurs d'ordre type Havas, Publicis, Claire Chanel, etc. Et les agences qui font les briefs et nous qui créons. Et on travaille justement, pour les taxis, on réfléchit à l'après, parce qu'aujourd'hui, l'écologie considère que la publicité est une agression. Donc, c'est voir comment on peut rendre plus digital, moins agressive, plus précise, tous ces types de communication, notamment en réfléchissant dès maintenant à ce qu'on peut faire dans les VTC, dans les véhicules autonomes. Donc, on travaille sur des offres de vente embarquée, sur des offres d'écran connectés, sur des offres qui permettront d'avoir des messages beaucoup plus ciblés, beaucoup moins agressifs. D'accord, ouais. C'est vrai qu'on est dans un monde où effectivement la publicité devient un peu envahissante. Et c'est vrai que les gens ont un peu marre de ça. Il faut trouver du coup des bonnes méthodes pour changer un peu ça et peut-être plus subtil. Ouais. D'accord. Et est-ce que dans ton portefeuille, tu as des entreprises vraiment, peut-être qui travaillent plus avec de petites entreprises aussi, ou qui sont plus, tu vois, parce que là, tu nous parles effectivement d'entreprises qui travaillent avec des grands groupes. Est-ce que tu as dans ton portefeuille des startups ou des entreprises qui sont un peu plus… Oui, et puis j'ai dans mon portefeuille une société israélienne qui travaille dans la santé, notamment dans tout ce qui est la recherche sur les maladies cardiaques. J'ai dans le sport aux États-Unis, avec une approche du sport un peu différente, qui est de dire que on va casser le modèle de ces salles qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus lumineuses, bruyantes, avec des machines partout, pour venir à des formats humains avec des cours uniquement basés sur des cours, avec très peu d'instruments, mais avec un travail foncier de très grande qualité. J'ai aussi, alors j'en ai une, c'est marrant parce que ça, c'est le genre de start-up que j'aime bien. C'est Benjamin Chemla qui m'avait forcé à rencontrer ce garçon qui s'appelle Benjamin Beer. Et quand je suis allé le voir, quand il m'a raconté, quand il m'a fait son pitch, j'étais au tout début de la boîte. J'étais vraiment dans les premiers actionnaires. Et quand il m'a raconté son pitch, je lui ai dit, tu te fous de moi, il y a 10 000 personnes qui font ça. Et là, il a eu le sourire jusque-là. Il me dit, ben non, c'est ça qui est drôle, je suis le premier à avoir eu l'idée. Et en fait, il a eu l'idée de réunir dans un seul service la carte UGC ou la carte Gaumont et le kiosque de la Madeleine pour les Parisiens. Et en gros, l'offre, c'est un mec qui connaissait très bien le monde du théâtre et qui a eu une très bonne approche avec les directeurs de théâtre. Et l'idée, c'était de dire, je crée une carte qui va permettre aux gens d'avoir un accès au spectacle du vivant plus facile. Et il a eu l'idée génialissime de lancer ça sur le web et pas sur une appli, parce qu'évidemment, sa population, c'était des gens qui avaient plus de 35 ans et qui avaient l'habitude d'aller au théâtre, d'aller voir du stand-up, enfin, d'aller voir du cirque, d'aller voir des concerts, etc. etc. Et il a fait un carton avec cette carte qu'il a vendue d'abord aux particuliers, c'est vraiment du B2C.
Donc, c'est une petite entreprise qui s'adresse aux particuliers. Et petit à petit, l'étendre au B2B2C en le donnant au comité d'entreprise, etc. Il a fait un petit pivot sur le nom, ça s'appelait Au Teatro au départ parce que c'était très lié au théâtre. Maintenant, ça s'appelle Culture in the City. Et c'est un des entrepreneurs que j'aime beaucoup parce qu'il dit ce qu'il fait ce qu'il dit, il tient ses promesses, il vit ça, c'est sa vie. Et il avance. Alors évidemment, il a pris de plein fouet la crise. Hein. Dans son malheur, ça arrive pour lui au très bon moment parce que mars et avril sont traditionnellement des très mauvais mois. Donc, ça lui permet de réfléchir à sa stratégie de rentrée. Lui, c'est pareil, hein, si ça redémarre en juin, il sera quasiment en meilleure santé que s'il n'y avait pas eu de crise. Si ça redémarre pas en juin, ça sera un peu plus compliqué. Mais tu vois, la chose intéressante, c'est un type très prudent qui a du cash pour tenir un an, ce qui est rare dans une start-up. Et alors il faudrait serrer des boulons si ça devait durer aussi longtemps. Mais c'est un exemple intéressant c'est une boîte qui fera jamais 500 millions de chiffres, mais c'est une boîte utile, c'est une boîte qui apporte de la culture, c'est une boîte qui apporte un truc éthique et qui a été bâtie sur un truc génial en plus. La carte d'abonnement, c'est un BFR négatif de fou. C'est-à-dire que tu achètes la carte, tu as 6 spectacles dessus, tu iras les voir ou pas. Et en plus, avec un modèle où tu payes le théâtre si la personne va voir le spectacle. Donc, modèle vertueux, je trouve ça intéressant. Carrément, non, tu dois être assez fier d'avoir investi dans ça. Ouais, puis c'est un gamin que j'aime beaucoup. Alors, je peux me permettre de dire gamin, ça pourrait être mon fils, mais voilà, ça fait partie de ces mecs. Il est attaché à ses équipes. Je sais pas, il tient ses promesses. On a réussi à faire rentrer Wonderbox au capital. Il s'est battu pour être vendu dans des grandes enseignes et avec Wonderbox. Donc voilà, c'est un succès. J'en ai d'autres comme ça. Hein. J'ai Anthony de Cooper. Alors Cooper, c'est pas Cooper, pardon. Non, parce que là, tu reviens sur Cooper. Là. Ouais. Anthony de Coutts, là aussi. On va dire que tu perds tes mots. Là. Ouais, non, c'est l'Auvergnat qui m'envoie des mauvaises ondes. Coutts, c'est l'application des parents divorcés. Alors, carton plein. C'est un type qui doit avoir 35 ans, qui a tout laissé. Il avait un super job chez Altran. Il était promis à une carrière brillante dans une ESN plutôt haut de gamme. Et il était touché par cette situation du divorce. Alors il dit c'est marrant parce que mes parents sont pas divorcés, ils s'entendent très bien, j'ai pas vraiment ce cas dans ma famille, mais c'était un sujet qui humainement le touchait. Ils disaient comment on peut faire pour assouplir les relations entre les gens qui divorcent avec les enfants. Et donc, il a créé cette application qui fait un carton. On est passé en modèle payant là, il y a quelques temps. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué puisque les gens sont confinés, ils se déplacent moins, il y a moins de choses à gérer. Mais je pense que malheureusement, avec la crise, il va y avoir beaucoup de divorces à la rentrée, donc on aura beaucoup de nouveaux clients. Bah là, oui, c'est ce qu'ils annoncent. C'est vrai qu'apparemment, il n'y a pas que des bonnes choses d'ailleurs par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il va y avoir des... Oui, malheureusement, sur la violence, oui. Ouais, ça c'est pas une bonne nouvelle, mais bon, c'est comme ça, malheureusement, on n'y peut rien. Enfin, si on y peut, si on peut intervenir, mais sinon, c'est vrai qu'on n'y peut pas. D'accord, bah oui, donc c'est intéressant de voir ce genre de boîte qui, du coup, va probablement revenir en force bientôt, du coup. Oui. Alors, tu vois, c'est drôle parce que pendant très longtemps, j'avais une stratégie d'investissement qui était très liée à l'e-commerce, au delivery, marketplace, la food tech. Et puis, il y a 3, 4 ans, 5 ans, en fait, quand je suis sorti de Stuart et de Restoin, quand on a fait ces 2 beaux exits, je me suis un peu réattaché à l'humain. Et j'avais vraiment envie de travailler avec des entrepreneurs. Et j'ai moi-même fait un pivot en 2015, puisque ce que j'ai pas dit, c'est que en fait j'ai créé une microstructure de conseil qui existe toujours. Hein, c'était ma première entreprise, et pendant une dizaine d'années, j'ai aidé des éditeurs de logiciels israéliens, scandinaves et américains à s'implanter en Europe. J'ai fait ça pendant 10 ans jusqu'en 2015, et à partir de 2011, j'investissais dans des entreprises, mais
comme beaucoup d'investisseurs au départ, sans y connaître grand-chose, et en faisant un peu de saupoudrage, et c'est s'asseoir à la table du casino, tu sais jamais ce qu'il en sort. Et en 2015, j'ai fait un pivot personnel très violent, puisque j'ai perdu plus de 50% de mon chiffre d'affaires de conseil par décision, c'est-à-dire que j'ai arrêté de conseiller des éditeurs logiciels dont j'étais pas actionnaire, et j'ai modifié ma doctrine d'investissement en disant maintenant je n'investis dans une startup que si je suis au board, si je suis advisor et si je passe ad minima un jour par mois avec toi pour t'aider sur un sujet qu'on aura choisi ensemble avec des KPI qu'on aura déterminés, et tu vas me payer pour ça. Parce que si tu ne me payes pas, ça n'aura pas de valeur et tu passeras pas assez de temps et tu ne seras pas assez impliqué. Et c'est mon activité depuis 2016 et je fais ça, hein, j'accompagne des entrepreneurs. J'ai même investi plusieurs fois à Lyon, dans une legal tech notamment, et puis dans une autre boîte de marketing. Et c'est ma vie au quotidien. Et c'est une vie que j'aime bien parce que ça me fait rencontrer plein de gens, ça m'apporte plein d'idées différentes et ça me permet de faire fonctionner mon cerveau et de rester jeune dans ma tête. Mais non, tu es toujours jeune, tu es toujours jeune. Je vois Michel qui nous a rejoint. Michel, ce sera bientôt à toi. Merci à toi d'être là aussi. Et tu feras un bisou à Carlos de ma part, au Limoujo, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Tu sais que je suis à Limoges en plus. Mais à Limoges, écoute, Carlos, il passe à 18h, je crois. Il passe à 18h parce qu'il est à San Francisco et du coup, le décalage. Ouais, je le connais bien, Carlos. Il est génial. Bah, j'aime bien les deux frères. Bon, ouais, moi aussi. Ouais. Mais bon, comme ils vont être là tout à l'heure. Merci. C'est clair. Bah écoute, non, attends, on n'a pas terminé. Ah pardon, je croyais que tu passais au suivant. Non, c'était juste que je le voyais, je voulais pas qu'il parte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Hein. Merci à vous d'être là et de nous écouter, que ce soit en direct ou en replay plus tard. Si vous avez la moindre question, vous la posez maintenant en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et puis, partagez ce live. On a besoin d'aider un maximum d'entrepreneurs aujourd'hui dans une situation un petit peu difficile, un petit peu particulière. Je pense que tous ensemble, on peut s'entraider pour pouvoir passer. Tous ensemble. Mais par contre, on reste pro-lyonnais, bien entendu. Non, faut arrêter avec ça. C'est vrai que malheureusement, on tous ensemble en ce moment. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu aimerais dire un petit peu là on va être vers la fin de ton intervention télévisée. Qu'est-ce que tu aimerais dire un peu aux entrepreneurs qui vont t'écouter, qui vont voir ça en direct ou en replay aujourd'hui? Qu'est-ce que tu leur dirais pour passer cette crise un peu particulière? De garder la foi, de vous battre, on peut pas se laisser mettre en terre pour comme ça, de ne pas trop écouter les conseils des autres et de réfléchir avec son board, avec les gens qui sont proches, avec sa famille, de réfléchir à ce qui est le mieux. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de choses immuables. Chaque situation est différente. Je crois que le secret, c'est de se battre. C'est de travailler, c'est d'y retourner, c'est de pas se décourager, c'est de pas croire. Tout à l'heure, Morgane, elle disait que fallait pas être négatif. Elle a raison, c'est-à-dire que on fait tous des erreurs. De temps en temps, quand je suis dans une conférence ou que je dis qu'il faut faire ceci ou cela, les gens me disent ah, c'est génial, je fais ça. Je dis non, c'est pas génial. C'est toutes les conneries dont je vous parle, je les ai faites. Donc c'est pour ça que je connais la réponse. Sinon, je l'aurais pas deviné tout seul. Donc voilà, évidemment, il faut savoir s'entourer, il faut écouter, mais il faut être capable de prendre ses propres décisions et puis d'avancer. Et si c'est pas cette entreprise-là, ce sera une autre. Moi, j'ai commencé en 2005, parfois, même aujourd'hui, tu vois, avec des actifs, avec un portefeuille, des fois, je me dis, mais tu t'es trompé, tu vas te planter, ça va merder, ça m'arrive de faire du down, alors que, honnêtement, aujourd'hui, j'ai plus vraiment de raison de m'inquiéter. Il faut juste accepter ça. On peut pas être en haut tout le temps, on peut pas réussir tout le temps, on peut pas prendre des bonnes décisions tout le temps. Il faut juste avoir l'humilité de reconnaître qu'on s'est trompé, le courage de continuer à chercher. C'est le seul conseil que je peux donner. Et puis pour le reste, quand je vois dans mon portefeuille les entreprises qui marchent, ben, c'est toujours la même chose. C'est une équipe avec une idée simple qui facilite un usage ou un marché qui existe déjà. C'est cela qui fonctionne. Donc il ne faut pas faire des trucs alambiqués, il faut faire des choses qui
facilitent, qui rendent plus simple, plus éthique, plus écologique, plus responsable un usage. Voilà, c'est ça qui marche. Ouais, d'ailleurs, Avec le bon prix. je rebondis un peu là-dessus. C'est vrai que souvent, les entrepreneurs me contactent, me disent, ouais, il faut que je trouve l'idée géniale, le truc qui va révolutionner le monde, qui est incroyable. Et en réalité, parfois, cela réussit, ça peut arriver, hein, parce que bon, il faut bien parfois inventer de nouvelles choses, mais c'est vrai que la plupart, en principe, échouent. Et ceux qui ont peut-être une idée un peu moins révolutionnaire, mais qui est pas révolutionnaire dans le sens où c'est incroyable de nouveauté, c'est juste qu'ils réinventent quelque chose d'existant. Ceux-là, j'ai l'impression, ont plus de possibilités et ça me paraît un peu moins compliqué de réussir, si ça l'est toujours. Ça l'est toujours, quoi qu'il en soit. Moi, voilà, MSB, ça fait 10 ans que je le fais. Il y a des années bien, il y a des années pas du tout bien, tu vois. Mais c'est quoi ton secret, Rémi? Parce que plus je te vois, plus tu fais jeune. Tu as un élixir, tu as une start-up qui te vend des trucs je sais pas, tu as un secret? En fait, mon secret, je suis en train de créer un produit révolutionnaire que tu mets sur ta peau, sur ton corps et tout. Et tu as le phénomène Benjamin Button, tu sais. Tu reviens en arrière. Et ce qui est génial, c'est que ça s'arrête aux alentours de 22-23 ans. Tu ne vas pas retourner dans tes couches et tout. C'est vraiment le top. Bravo. Bon, dis-moi, avant que je te laisse, du coup, parce que je vois que Michel est plus devant sa caméra, donc ça va être compliqué de l'avoir, mais bon, c'est normal, on est un peu en avance. Où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie, si les gens qui nous écoutent ont envie d'aller voir un peu plus de Philippe Fraisse, où est-ce qu'ils vont, sur quel réseau, sur quel site web? Voilà. Alors, comme je suis un type super modeste, j'ai un site internet qui s'appelle philippefraisse.com. Donc, c'est assez facile. Sur Twitter, c'est Trees Channels, le nom du groupe. Ah oui, pourquoi Trees Channels d'ailleurs? Ah, le nom du groupe, eh oui. Alors, Trees Channels, pourquoi? C'est en fait, moi, je venais du métier quand j'étais salarié, j'ai toujours géré des ventes indirectes, des ventes complexes avec des ISV, des ESN, des intégrateurs. J'ai rien compris. En fait, j'ai travaillé pour des éditeurs de logiciels et je gérais toute l'agglomération de tous les partenaires pour arriver à une vente longue et complexe. Et quand j'ai créé la boîte, j'ai créé Trees Channels parce que le premier logo de la boîte, c'était un tronc d'arbre avec des branches sans feuilles. Et l'idée, c'était le gimmick, c'était Channels Increase Your Activity. Donc c'était l'idée de dire tout seul tu peux y arriver, mais ensemble avec un réseau de partenaires tu feras tes ventes mieux. Et je trouvais en plus que les ventes indirectes étaient des ventes humainement beaucoup plus intéressantes parce que tu étais obligé de faire vivre un écosystème plutôt que d'avoir une relation binaire frontale avec un client. Et petit à petit j'ai fait évoluer ce logo qui était monochrome et il est devenu multicolore avec dans les branches des tas de petits bonhommes qui faisaient penser à des feuilles et qui se reliaient les uns les autres. Et le métier de Trees Channels, c'était d'aider des éditeurs de logiciels qui faisaient maximum 10 millions de dollars de chiffre d'affaires à s'implanter en Europe, avec un gimmick qui était très simple, c'est vous allez arriver en Europe, vous voulez ouvrir un bureau, c'est une erreur, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai accompagné comme ça 5 ou 6 éditeurs pendant 10 ans en leur permettant de s'implanter en Europe. Dont certains, d'ailleurs, j'ai accompagné un Américain qui a été racheté plus tard par Dell. C'est d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a lancé parce que ça a été très visible. J'imagine ça a dû faire parler de toi. Et puis... Oui, et puis le coup de bol, c'est que c'était fait aussi, je les avais aidés à signer leur plus gros deal, et le record est toujours en cours d'ailleurs, et c'était en France avec la BNP, donc on en a parlé dans la presse et ça m'a fait une couverture indirecte qui m'a permis d'accélérer très fort au début. Non négligeable, j'imagine. Oui. Super. Vas-y, pardon. Non, rien, et puis j'habite, depuis bientôt 3 ans, j'ai suivi ma compagne à Lyon, qui était mutée et promue à Lyon, et je suis donc lyonnais, à la limite du 6e et de Villeurbanne. Voilà. Et je me suis fait entraîner par Debarno et Lopizo dans un stade là-bas vers Dessines. Truc bizarre. Le Stade de France, c'est ça, d'Europe, non ? Oui, d'ailleurs, on a mis une trempe à l'OL il n'y a pas longtemps. Une quoi ? Je connais pas. Une fessée, tu préfères ? Une fessée ? Non, mais tu sais, le principal, c'est la demi-finale de la Ligue des Champions. Bon. Malheureusement, je pense qu'on ne verra pas cette année. Ouais, ça m'embête, ça vraiment. Mais bon, c'est quand même le karma. Pour une fois qu'on pourrait avoir 2 clubs en demi.
C'est clair, c'est clair. Ah, c'était pas encore fait les demi, on allait en quart seulement. Oui, l'écart, pardon. T'emballes pas non plus. T'emballes pas non plus. Non, mais ça aurait eu de la le PSG Lyon en demi, ça aurait eu de la gueule, non? Ouais, ça aurait eu de la gueule, complètement, complètement. Bon, écoute Philippe, merci en tout cas pour tout ça, c'était vraiment super intéressant. Merci d'avoir accepté de participer cette heure de live avec moi. Avec grand plaisir. On se retrouve donc, j'imagine, sur Twitter et ailleurs, donc TreeChannels et philippefraise.com il me semble que c'est ce que tu m'as dit. Oui. Et puis, à très vite. Merci à toi encore. Et puis, allez l'OL.